Bonjour, quatrième vidéo sur les unités, ce sera la dernière pour les unités, et après on va attaquer le changement d'état. Le débit volumique. Alors débit volumique mètre cube seconde, ça peut être mètre cube minute, mètre cube heure. Alors, souvent on utilise ça, ou les heures souvent, minutes de temps en temps, mais plutôt les heures et les secondes. Alors pour connaître le débit volumique, nous devons connaître la section de passage du gainage ou le tube, ou du tube, et la vitesse. Donc ces deux paramètres, c'est-à-dire ici c'est un gainage rectangulaire, donc ici on doit connaître la surface intérieure de ce gainage, et la vitesse, et on multiplie la surface par la vitesse. Si on utilise des mètres ici, on utilise des mètres ici. Les deux vont de pair. Donc ici on va essayer de voir la vitesse fois la surface et le débit volumique, QV, débit volumique. Ça c'est en mètres secondes, ça c'est en mètres carrés, ça nous donne des mètres cubes secondes. Si on passe un exemple en décimètres, ici on mettra des décimètres aussi, pour avoir des décimètres cubes par seconde. Donc ça c'est un gainage rectangulaire. Si on a un gainage rond, c'est pareil, on fait la surface du cercle multipliée par la vitesse. Débit massique, pour connaître le débit massique, nous devons prendre la vitesse volumique et la multiplier par la densité du produit qui circule, exemple de l'air, à 1,26 kg par mètre cube. En général, cette densité-là, ça c'est la densité de l'air, on la prend souvent pour les calculs de base, une densité moyenne de l'air. Alors, QM, bon, débit massique, ça c'est un débit massique, des kilogrammes par seconde par exemple, débit volumique et densité. Donc, le débit massique kilogramme seconde est égal à quoi? Débit volumique multiplié par la densité. Donc, des mètres cubes seconde par des kilogrammes par mètre cube est égal à kg seconde. Donc ça sera un débit massique. Débit massique c'est kilogramme. Et débit, on aura les secondes. Alors bien sûr, c'est comme l'autre, on peut employer les différentes unités, mais il faut mettre les mêmes unités. Si vous mettez les mètres cubes là, vous devez mettre des mètres cubes là, et ainsi de suite. La résistance électrique, comme son nom l'indique, elle résiste au passage de l'électricité. Son unité était désignée ohm, oméga, l'oméga qui est ici, ohm. La loi d'Ohm, R égale U sur I, la tension en volts, V, U, R résistance en ohm, oméga, et I courant en ampères, U, R et I, U, R et I. Comme U égale RI, quand on veut avoir R, c'est U divisé par I pour R. Si on voulait avoir I, ce serait U sur R pour avoir I. Capacité électrique, donc les condensateurs. La capacité électrique est en farad. On employera plutôt le nanofarad, le picofarad, le microfarad, parce que le farad c'est une très grosse unité. En électrolytique, le condensateur sert à accumuler du courant pour le rejeter à la demande. En alternatif, décale la sinusoïde du courant. Dans l'électronique, en général, il sert à accumuler une tension et une intensité, une certaine dose d'intensité. Et quand on va en avoir besoin, il va la rejeter. C'est avec le système électronique pour faire par exemple une temporisation ou d'autres trucs. C'est un exemple. En alternatif, par contre, comme l'alternatif, le condensateur, il charge, il décharge, il charge, il décharge, lui, il va servir à décaler la sinusoïde de courant. Donc ça, c'est pour les moteurs, par exemple, pour faire démarrer un moteur, on décale la sinusoïde d'un courant pour pouvoir créer une autre phase, entre parenthèses, une autre phase, qui, elle, va faire un autre champ magnétique que celui de la phase originelle et va permettre de démarrer le moteur ou de le tenir en marche, suivant que c'est un condensateur de démarrage ou de permanent. Le permanent, le condensateur va rester en permanence alimenté, tandis que lui est alimenté qu'un petit moment. Parce que lui, comme c'est une grosse capacité, lui, si le condensateur, on le laisse trop longtemps, il explose. Alors les capacités thermiques, pour passer de 10 degrés à 15 degrés 4 kg d'eau, donc la capacité thermique, c'est en joules, c'est des kilogrammes Kelvin. La quantité de chaleur qu'il faut fournir pour élever la température de l'unité de masse d'un corps de 1 Kelvin, nombre de joules par kilogramme par Kelvin. Alors, on multiplie les joules par le nombre de kilogrammes et degrés d'écart de la baisse à la fin. Degré d'écart, 10 à 15, il y a 5 degrés de différence. Là, c'est la masse. Et on verra pour la chaleur massique de l'eau. Donc pour l'eau, 4,18 kJ par kilogramme par Kelvin, 4,18 joules par gramme par Kelvin. Quand on change les unités là, on change les unités là. Si nous avons 4 kg d'eau que je réchauffe de 10 degrés à 15, nous devrons apporter 4,18 kJ, ça c'est la chaleur massive de l'eau, multiplié par le nombre de kilogrammes
qui est 4 kg, multiplié par la différence entre de 15 à 10, il y a 5 degrés de différence, multiplié par 5, on obtient 83,60 kJ. On verra ça dans le changement d'état. Coefficient de transmission, coefficient de transmission thermique, maintenant c'est U, c'est les watts par mètre carré par Kelvin. Le coefficient de transmission thermique dépend de la surface et du delta T, surface en mètre carré et delta T en Kelvin. Alors le delta T c'est lequel? C'est la température extérieure avec la température intérieure, par exemple d'une chambre froide. Si par exemple j'ai 30 degrés ici, et ici à l'intérieur j'ai 5 degrés, j'ai 25 degrés de delta T. Et la surface, c'est la surface ici. On prendra chaque surface pour calculer le coefficient thermique de déperdition. Température extérieure, température intérieure, delta T entre les deux températures. Coefficient d'isolation thermique, le coefficient d'isolation thermique M, c'est les mètres carrés par Kelvin par watt, coefficient de transmission thermique divisé par la surface en mètres carrés, et le delta T en Kelvin. Delta T, comme on a dit, d'un côté à l'autre de la pièce, température intérieure, température extérieure, surface en mètres carrés. Ça sera le même calcul pour une chambre froide que pour la climatisation. La climatisation, si on veut être pointilleux, c'est plus complexe. Alors maintenant, beaucoup de climaticiens calculent la surface au sol. C'est complètement ridicule, mais bon, c'est une question de rapidité, puis je suis pas tellement pour, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Conduction thermique. La valeur du flux calorifique sera donnée par la formule, donc température extérieure, température intérieure, lambda, on appelle ça lambda d'une matière, suivant son épaisseur. Donc le coefficient thermique de chaque matière, donc si j'ai 4 matières pour un mur, par exemple, déjà un ciment extérieur, une brique extérieure, donc lui il aura son lambda, lui aura son lambda, ici l'isolation, encore un lambda, et on aura la partie intérieure qui sera des briques ou du plâtre ou du ciment ou des blocs. Et là, ça sera encore un lambda. Donc à chaque matière aura son lambda différent et qu'il faudra calculer suivant les différences de température intérieure et extérieure. Et l'épaisseur surtout. L'épaisseur joue beaucoup. Là, ici, je représente plusieurs parois. Donc ici, vous voyez, ce que je viens d'expliquer. Au fur et à mesure, épaisseur E1 sur lambda 1, épaisseur E2, lambda 2, E3, lambda 3, E4, lambda 4, E5, lambda 5. Donc à chaque fois, on aura les lambdas et les épaisseurs qui sont différentes. On les voit, les épaisseurs sont différentes. Les lambdas, ça faudra regarder dans les tables. Il existe des tables pour ça. Et les températures, c'est vous qui les connaissez. Vous prenez la température extérieure maximum été, que l'on peut avoir, et température intérieure que vous désirez. Ça sera aussi bien pour le chaud pour que le froid. Donc il faudra calculer deux calculs différents, puisque les delta T seront différents. La formule pour calculer U, dans le temps c'était K, mais maintenant c'est U, c'est 1 sur... Donc ici c'est la convection intérieure, convection extérieure. Vous voyez, sur la convection extérieure et intérieure. Convection intérieure plus E1 sur lambda 1, M2, plus, pour arriver convection extérieure, donc intérieur, extérieur ou extérieur, intérieur, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on met les bons chiffres, 1 sur ça. Et on obtiendra U. Donc W, c'est les watts par mètre carré par Kelvin. Donc K fois la surface fois le delta T qui est en Kelvin nous donnera notre puissance, enfin notre déperdition plutôt. Alors on a la formule finale à la fin. Ben ça on verra encore dans les calculs de chambre froide et tout. Le flux thermique est densité du flux thermique. Le flux thermique phi en watts. La quantité de chaleur passant au travers de 1 mètre carré de paroi pendant 1 seconde. Densité du flux thermique Q, des watts par mètre carré. L'unité obtenue est le watt, ce qui correspond au flux thermique. Watts par mètre carré en 1 seconde. Il traverse la paroi. La quantité de chaleur, Q, watts seconde, est en joules. C'est le flux que la surface en mètre carré en 1 seconde. Watts 1 seconde. En mètre carré, ça c'est la surface extérieure, c'est en fonction de la surface extérieure, les watts secondes. Donc toutes ces unités, là on les reverra dans les calculs différents. Énergie, E, en joules, c'est la chaleur que nous apportons ou nous retirons pour changer la température de base. Cette chaleur est des watts secondes, ce qui équivaut à des joules. Donc des watts secondes, c'est des joules secondes. 10 degrés, 40 degrés, donc là j'ai 30 de différence. Chaleur apportée pour passer de 10 degrés à 40 degrés sont des joules. On passera de 10 à 40. Il faut ramener ça en secondes pour avoir des watts. Enthalpie, joule, kilogramme, énergie potentielle d'une matière, quantité de chaleur latente et sensible contenue dans la masse d'un corps solide, liquide ou gazeux. Donc ici j'ai 35 kJ par kilogramme, enthalpie à 15 degrés, enthalpie à 35, 48 kJ par kilogramme, enthalpie à 35 degrés. Donc que ce soit pour d'un côté ou de l'autre, il faudra faire la différence pour avoir le nombre de kilojoules par kilogramme. Mais l'enthalpie des gaz frigorifiques est tout à fait différente suivant la température. Entropie, joule kilogramme Kelvin,
entropie est l'évolution d'un transfert d'énergie d'un système vers un autre sans perte de température. Par simplification, nous dirons que dans le compresseur, la compression suit ces courbes d'entropie constantes. Les lignes des entropies, elles sont ici. C'est les lignes qui sont comme ça, qu'on va retrouver d'ailleurs. Les voilà. Les lignes des entropies, c'est ces lignes-là qu'on voit ici. Compression, entropie constante. Alors, c'est théorique. On dit qu'entropie constante, ça ne transmet pas de la chaleur vers l'extérieur. Vous reconnaîtrez quand même qu'un compresseur qui est chaud, il y a la chaleur qui s'échappe, puisque ça chauffe un peu à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que c'est théorique. Ça, c'est le cycle de Carnot parfait. On a réellement un autre dessin qui devrait se faire. Mais pour les calculs, on prend ce cycle de Carnot parfait. Résistance thermique, un autre indicateur que la résistance thermique noté R. La capacité d'un matériau à résister au froid et au chaud est appelée résistance thermique, ou R. Plus le R est élevé, plus le produit est isolant. R rapporte la conductivité du matériau à l'épaisseur du matériau installé. R, épaisseur en mètres, conductivité thermique du matériau, c'est lambda. Le R est exprimé en mètres carrés, Kelvin, watts. Donc ici, c'est ce que demandez souvent dans les cahiers des charges, et qu'on vous donne comme exemple, vous ne devez pas être en dessous de ce R. Statique des gaz, donc ça c'est les différentes lois. Les grandeurs des gaz, l'état des gaz est déterminé par trois principes de grandeur, volume, pression et température. Donc volume V, Pascal, Kelvin. V égale volume en mètres cubes, P, pression en Pascal, température absolue en Kelvin. Alors on va travailler en température absolue. Vous voyez, on rencontre déjà la température absolue en Kelvin dans ces formules-là. La loi des gaz parfaits, c'est un gaz qui suit rigoureusement les lois de Mariotte, Charles et Gay-Lussac. P1 fois V sur T1 est égal à P2 sur V2 sur T2. P fois V sur T, constant. Donc c'est la pression, le volume et la température. Loi de Mariotte. À température constante, le volume occupé par une masse de gaz à l'état vapeur est inversement proportionnel à sa pression. P1 fois V1 égale P2 fois V2. PV constant. Donc ça, c'est la loi de Mariotte. Exemple, à température constante, un gaz à l'état vapeur occupe un volume de 20 mètres cubes avec une pression de 2 pascal. Si nous réduisons le volume à 5 mètres cubes, la pression sera de 20 fois 2, 5 fois P qu'on cherche ici. 40, ici c'est 40. 20 fois 2, 40. 5 fois P. 40 divisé par 5 égale 8 pascal. Donc on atteindra une pression de 8 pascal. Pourquoi? Parce que j'ai réduit le volume. Je suis passé de 20 à 5. Loi de Charles, le volume constant, la pression engendrée par une masse de gaz à l'état de vapeur est proportionnelle à sa température. P1 sur P2, T2 sur T1 sur T2. PT constant. Exemple. À volume constant, un gaz à l'état de vapeur a une pression de 1 million de pascal, à température de 323 Kelvin. À une pression de 500 000 pascal, la température est de 100 000 sur 500 000, 323 T2. T2, c'est ce qu'on cherche. T2, 323 sur 2, donc 323 sur 2, puisque ça fait 2. 1 million divisé par 500 000 égale 2. Donc 323 Kelvin sur 2 nous donne la température de T2, 161,5 Kelvin. Vous voyez, on utilise les Kelvin ici. La loi de Gay-Lussac, à pression constante, le volume occupé par une masse de gaz à l'état gazeux est proportionnel à sa température. V1 sur V2, T1 sur T2. T constant. On va voir l'exemple. À pression constante, un volume de gaz à l'état vapeur de 10 mètres cubes à température de 313 Kelvin a son volume réduit de 5 mètres cubes. Sa température sera de 10 sur 5, donc ça c'est les deux valeurs qu'on connaît, 10 et 5, P1, P2, et T1, T2, on cherche T2, 314, donc 10 sur 5 c'est égal 2, on les a ici, 314 c'est ce qui est ici, donc 314 divisé par 2, 157 Kelvin, température de T2. Loi de Dalton, la pression totale, alors ça on va le rencontrer, loi de Dalton, souvent dans les gaz qui sont des gaz incondensables pour déterminer qu'on a des incondensables dans les circuits, c'est cette loi-là. Donc la pression totale d'un mélange d'un gaz est égale à la somme des pressions de chaque gaz quand ils ont le mélange, comme si chacun d'eux occupait seul le volume. Pression totale, c'est P1 plus P2, plus P3, etc. S'il y a plusieurs gaz qui sont mélangés. Exemple, la pression d'un gaz avec un incondensable, P du gaz plus incondensable, azote par exemple, va nous donner une pression supérieure. Donc les deux gaz ne sont pas les mêmes, donc qu'est-ce qui se passe? Les pressions s'ajoutent. Et c'est pour ça que quand on a des incondensables dans un circuit frigorifique, c'est la pression du gaz frigorifique plus la pression de cet incondensable qui est dedans, souvent de l'azote ou de l'air. Et on rajoute ça, c'est pour ça qu'on a des HP trop hautes. Donc la partie des unités est terminée. Bon, voilà la partie des unités terminée. J'ai rajouté les différentes lois, comme la loi de Dalton, Gay-Lussac. Donc j'espère que ça a été pour les unités. Alors on verra après le changement d'état de la matière. Allez, à bientôt.